Merci et merci de m'avoir invité. Moi, je collabore à Constance depuis une quinzaine d'années maintenant, hein, à peu près. Et sans vous, ben, on ne pourrait pas travailler sur les données de santé au travail. Moi, j'ai une équipe INSERM mais on a quand même beaucoup de projets dans Constance sur des champs assez variés. Là, on a décidé de prendre la thématique des horaires de travail, des questions de santé, parce que c'est une thématique assez transversale et puis qui est d'actualité dans une période de transformation absolument majeure, hein, du monde du travail. On a une transformation du monde du travail équivalente à l'arrivée de l'électricité au 19e siècle, hein, donc, et au début du 20e. Donc on est vraiment une transformation de l'économie, des révolutions technologiques très très importantes, organisationnelles aussi, ça fait une vingtaine d'années que c'est en place, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais d'autres aussi technologies. Mais l'intelligence artificielle, elle est appliquée à la production, mais de plus en plus à la gestion des ressources humaines. Et ça va poser des problèmes. On appelle ça la gestion algorithmique. Et on sait que ça a un impact. Ces transformations, elles ont un impact très important sur les formes d'emploi et sur l'activité qui change. Ce qu'on voit apparaître, c'est un peu une déconstruction du monde de l'après-deuxième guerre mondiale, hein, sur lequel est construit le système social français, il faut bien s'en souvenir, avec une hybridation des formes de travail. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de salariés, mais aussi de plus en plus d'indépendants et de gens à temps partiel qui vont cumuler deux jobs ou faire l'essor des micro-entrepreneurs. On a énormément de micro-entrepreneurs avec des entreprises souvent éphémères, mais qui parfois perdurent. Et ça se traduit aussi par un éclatement des lieux et des temps de travail. C'est pour ça qu'on a repris cette thématique. Il y a un développement du télétravail. C'était faible avant le Covid, hein, 5% en France. Maintenant, on est à un quart, entre un quart et un tiers. C'est parfois plus dans certains pays d'Europe. Et la moitié en travail hybride au moins, hein. Euh, le travail de plateforme aussi, c'est une nouveauté depuis une petite dizaine d'années. C'est accéder au travail par une plateforme numérique. Alors, ça peut être les médecins qui travaillent avec Doctolib, mais ça peut être aussi, donc avec une certaine liberté, les Uber, qui ont des marges de manœuvre très faibles, ou les Deliveroo, par exemple, les livreurs, qui ont une marge de manœuvre quasi nulle, qui sont dotés en permanence avec des difficultés. Et dans les horaires atypiques, en fait, si on prend le week-end, la nuit, c'est 10 millions de salariés. C'est la moitié, presque la moitié des salariés, et c'est presque 80% des travailleurs indépendants, près de 3 millions d'indépendants. Donc, c'est des nouvelles expositions psychosociales qui se sont considérablement développées. Marie a parlé d'approche vie entière et aussi de polyexposition, c'est ce qu'on appelle l'exposome. Il faut bien concevoir les expositions professionnelles comme un cocktail d'expositions qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, dont on ne connaît pas bien les effets combinés. On a un travail actuellement, par exemple, dans Constance, dans le risque chimique associé au risque biomécanique, par exemple, et on voit des effets. Sur les facteurs physiques, ce qu'on voit, c'est une montée du travail sédentaire, et ce n'est pas sans lien avec les horaires atypiques et le télétravail. Ça devient un facteur de risque professionnel important. Les expositions chimiques, elles ne baissent pas, et ça, c'est pas forcément rassurant. Il y a toujours des expositions aux cancérogènes et à un mélange de substances dont on connaît mal les effets. Et la réglementation n'est pas très performante au niveau européen sur ces questions. Le risque biologique, ben, on a vu pendant le Covid que ça peut changer la façon de travailler. Pardon. Et en termes de facteurs psychosociaux, on a une montée, toutes les enquêtes le montrent, hein, Constance le montre, les enquêtes européennes le montrent, de la charge mentale, du stress. Pardon, excusez-moi, ce que les ergonomes appellent le travail à la hâte. Je prends un peu d'eau. Et avec des questions aussi relatives à tout ce qui est de l'émotion. On demande aux personnes de mettre des émotions dans le travail, c'est source de conflits de valeurs, de troubles de leur connaissance, de déficit. Et ça, on sait que c'est des facteurs majeurs de décompensation psychopathologique. La suivante. Alors pour la question du travail, c'est d'actualité. Il me semble que le Premier ministre a parlé de ça hier. On voit globalement une tendance séculaire d'ailleurs à la diminution moyenne annuelle du travail dans tous les pays. En rouge, c'est la France. En vert, c'est l'OCDE, donc les pays développés économiquement. En bleu, l'Allemagne. Donc là, c'est un nombre moyen par travailleur. C'est salarié à temps complet ou à temps incomplet. Donc la France, vous voyez, on n'est pas si, on travaille pas si peu par rapport à notre voisin auquel on se compare tout le temps. C'est largement dû au fait qu'il y a beaucoup moins de temps partiel en France qu'en Allemagne. Même si la durée moyenne par les salariés, elle est un petit peu supérieure. En France, on est à 38 heures 9 à peu près, d'après l'INSEE en 2023.
42 heures les cadres et 36 heures, 38 heures les ouvriers. Donc on est un petit peu au-delà des 35 heures. Si la durée moyenne baisse, en fait, c'est pas paradoxalement, mais on a une augmentation aussi du nombre de personnes exposées à des longues heures de travail. Ça devient une problématique mondiale. Et l'Organisation internationale du travail avait fait une estimation en 2016. C'était près de 500 millions d'habitants, la planète, soit 9% de la population mondiale en âge de travailler, qui est un peu plus de 5 milliards, et il y a 3,3 milliards de salariés dans le monde. Donc c'est considérable. Et vous voyez, plus 1% en 15 ans, ça se traduit par 141 millions, donc deux fois la France presque, de travailleurs exposés en plus à des longues heures de travail. La suivante. Et les longues heures de travail, c'est une question assez ancienne alors en Asie. En Asie, ils ont un mot pour ça, c'est karoshi. Karoshi, c'est une mort brutale par épuisement au travail. C'est pas un burn-out, c'est une mort brutale liée à une surcharge de travail, mort subite par arrêt cardiaque, accident vasculaire cérébral souvent, et plus rarement suicide. Ça touche les cadres, les employés de bureau, l'employé à vie, vous savez, au Japon. Et c'est une manifestation connue au Japon, en Corée du Sud, et qui est indemnisée en maladie professionnelle. Et la définition, il faut que ça soit une mort subite ou une maladie brutale après une surcharge très importante. Et les règles, c'est 24 heures de travail continu la veille ou 16 heures par jour pendant une semaine, la semaine précédant l'accident. Ce qui n'est pas des circonstances si exceptionnelles, mais on n'en parle pas en France. Et l'OMS et l'Organisation internationale du travail ont mis en avant les décès dus aux longues heures de travail. Et c'est la première cause de décès au travail dans le monde. C'est ce qui est en pointillé bleu en bas, avec pas loin de 800 000 décès d'origine cardiovasculaire et la moitié par accident vasculaire cérébral, devant les problèmes d'amiante et les accidents du travail. Donc c'est une question considérable. Ce n'est pas un risque très élevé, mais ça concerne tellement de gens que massivement, c'est la première cause de décès au travail. La suivante. Donc, bah, ça incite à regarder la question des horaires. Marie a évoqué travail atypique et santé, travail de nuit et santé, longues heures de travail. Il se trouve que Constance a cette particularité de pouvoir étudier certaines contraintes organisationnelles. Je ne vais pas détailler les questions, mais il y avait trois questions sur le travail de nuit, une sur les longues heures de travail et deux questions sur les heures atypiques qu'on va utiliser. Et grâce à vous, on va pouvoir progresser dans ces connaissances où il y a assez peu d'études en France sur ce sujet, surtout permettant de combiner beaucoup de paramètres de santé. La suivante. Donc, on a croisé avec, dans les études qu'on va prendre là, mais il y a des données un petit peu plus larges, hein, les accidents vasculaires cérébraux. C'est le travail de Marc Fadel qui assiste à la réunion, qui a consacré sa thèse de science à cette question. Les facteurs de risque cardiovasculaire, qui a notamment été étudié par nos collègues de l'INRS. Le cancer du sein, qui a été étudié par un collègue de l'INSERM, Pascal Guenel et son équipe, et les consommations de substances psychoactives, qui a été étudié notamment par Guillaume Méraille, Marie et leurs collègues psychiatres. La suivante. Donc, pour résumer sur les horaires atypiques et les consommations de tabac, cannabis et alcool, comme il y a quand même beaucoup de fumeurs et de consommateurs modérés dans la cohorte avant d'être inclus, c'est pas, il y a peu d'abstinents en France, ça a été plutôt une étude sur l'augmentation ou le moindre arrêt plutôt que tabac, pas tabac, alcool, pas alcool. Et on voit concernant le moindre arrêt du tabac ou l'augmentation de la consommation, notamment chez les femmes, que c'est plus fréquent dans le travail de nuit. Et ça s'explique par la fatigue plus importante, une désynchronisation sociale, un stress plus important. On retrouve ça pour le travail le week-end chez les femmes et chez les hommes, notamment le dimanche. Les troubles, enfin les horaires variables, c'est-à-dire de changer d'horaire tout le temps et d'avoir des horaires à part astreinte, par exemple. Le cannabis, dans la corde constance, on retrouve une augmentation des consommations de cannabis que chez les travailleurs de nuit. Probablement qu'on sait que la nuit, les conditions de travail sont un peu différentes. Il y a des effets de fatigue, de désynchronisation, mais aussi d'organisation du travail, plus de liberté dans le travail la nuit. Les chefs ne sont pas là, comme disent les travailleurs, et donc c'est différent. Et concernant les questions d'alcool, l'ensemble des horaires atypiques augmente les troubles de l'usage de l'alcool dans les deux sexes. Donc on voit que ce que montrait bien Guillaume dans son travail, c'est que quand on s'intéresse en addictologie à ces questions, il faut questionner les questions des horaires de travail, la santé au travail, mais les horaires.
Et inversement, quand on s'intéresse aux horaires variables, au travail de nuit, il faut aussi questionner les personnes sur leur consommation de substances psychoactives et ça a un impact pour la prévention. C'est pour ça que ça intéresse la DARES. La suivante. Sur les longues heures de travail, le risque de survenue d'AVC a été étudié dans Constance auprès de 161 000 volontaires dans la première étude entre 2012 et 2018, avec 190 cas de nouvelles maladies qui sont apparues depuis l'inclusion. 134 ischémiques, ischémiques, c'est les vaisseaux qui se bouchent sur la forme la plus courante, et 56 hémorragiques, c'est des ruptures d'anévrisme, des ruptures des micro-vaisseaux cérébraux, euh, avec des expressions par des comas, des paralysies, voire le décès dans certains cas, hein. Les longues heures de travail dans Constance, c'est 10 heures par jour hors trajet pendant au moins 50 jours par an. Ça concernait pendant plus de 5 ans 25% des hommes, donc c'est quand même important. 14% des femmes, on retrouve les chiffres un petit peu qu'on avait tout à l'heure, parce que plus de 10 ans, c'est 13%, 13,4% de la cohorte, donc un peu plus qu'au niveau mondial. Les analyses ont pris en compte tous les facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral, la suivante. Et les résultats sont inquiétants parce que ça confirme certaines études de l'OMS ou de l'OIT avec des données plus précises et on a un risque quasi doublé, hein, d'accident vasculaire hémorragique quand on a travaillé de longues heures de travail, plus de 50 jours par an pendant plus de 10 ans. Donc on est presque au niveau du risque lié au diabète, à l'hypertension, à l'obésité. Donc c'est un facteur majeur, c'est un facteur modifiable. L'étude ne retrouve pas d'excès significatif pour les vaisseaux qui se bouchent, les AVC ischémiques, ni chez les femmes, il y a un peu moins de cas chez les femmes. Marc a fait une deuxième étude sur un peu plus de volontaires. On retrouve très clairement les mêmes résultats avec une augmentation du risque d'AVC hémorragique et avec un effet dès 5 ans déjà, hein. C'est dès 5 ans d'exposition, donc des durées relativement courtes. Donc ça nécessite une prise en compte par la prévention. La suivante. Euh, une autre étude a été réalisée dans Constance. C'est une étude sur le cancer du sein, un événement de santé qui est relativement fréquent chez les femmes. C'est la première cause de cancer. Il y a un questionnement depuis une quinzaine d'années sur travail de nuit posté. La plupart des études souffraient d'un déficit de définition du travail de nuit. Et l'apport de cette étude, c'est d'avoir bien mesuré le travail de nuit sur... alors, c'est une étude cas témoins nichée, c'est-à-dire que ça a comparé un peu plus de 604 cancers à un peu plus de 1000 témoins avec des questionnaires de constance, mais aussi des questionnaires supplémentaires passés par téléphone sur le chronotype, savoir si on est du matin ou du soir, des choses comme ça. Et l'étude manque un petit peu de puissance pour le moment, mais ça a montré, ça a confirmé un lien entre le cancer du sein et le travail de nuit posté, pour certaines formes uniquement de travail posté, notamment des travails avec des alternances rapides de cycles, pas plus de 3 nuits d'affilée, on change toutes les 2 à 3 nuits, ce qui est parfois proposé parce que c'est plus favorable d'un point de vue social et pour certains paramètres, mais là, c'est plus inquiétant d'un point de vue cancer du sein et un risque d'autant plus important qu'on commence tôt à travailler la nuit, notamment avant la survenue du premier enfant. C'est une période où l'environnement estrogénique d'hormones est plus élevé et le risque de cancer est plus élevé. Le travail de nuit ayant un effet de désynchronisation, de réduction de la mélatonine, dont on sait qu'elle a un effet anti-cancer et qui va aussi jouer sur tout un tas d'autres facteurs de risque de cancer, l'obésité, euh, l'alcool, ce qu'on a vu précédemment, le tabac peut-être, sur ce risque-là. Et ce, d'autant plus qu'on est du matin et pas du soir. Donc, à surveiller, c'est un risque important et commence à y avoir des questionnements autour d'une reconnaissance en maladie professionnelle. On aura peut-être des questions là-dessus. La suivante. Donc, les horaires atypiques, c'est un grand nombre de salariés et encore plus de non-salariés. Ça désynchronise les rythmes biologiques, mais aussi les rythmes sociaux et familiaux. Ça va entraîner par des mécanismes directs ou indirects des phénomènes de stress, de troubles du sommeil et qui majorent les comportements de santé à risque, tabac, alcool, mais aussi alimentation riche en graisse. Ça a été montré dans Constance, sédentarité. Un surrisque d'événements graves de santé, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, il y a une étude en cours, des troubles anxio-dépressifs, certains cancers, il y a une étude sur le sein, et la prostate peut-être. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une cause majeure d'accident de travail. Donc,
pratique parce que ça permet à tout le monde d'aller acheter ce qu'il veut la nuit comme le week-end, de participer à des spectacles en permanence, mais ça, c'est au prix de certains travailleurs en horaire atypique. La suivante. Le télétravail, on l'a étudié pendant le Covid, donc par le questionnaire particulier SAPRIS, pendant le confinement, le confinement et juste après le confinement en 2020. On s'est intéressé, là, dans l'étude que je présente, uniquement aux cervicalgies chroniques pour des raisons physiopathologiques. Le télétravail, on a séparé les télétravailleurs habituels de ceux qui n'ont télétravaillé que pendant le mois de mars-avril 2020, pendant le confinement, puis ceux qui ont continué après. Et puis, on a pris en compte les heures de travail et la proportion de travail. On a pris en compte les principaux facteurs de risque de cervicalgie d'origine professionnelle, la suivante. Et on retrouve, bah, pendant le confinement, 83% des répondants à Sapris télétravaillaient. Les cervicalgies nouvelles, apparues depuis le début du confinement ou à la période équivalente pour ceux qui travaillaient, 5% des répondants, donc ce n'est pas négligeable. Et on retrouve des cervicalgies qui sont liées au début du télétravail pendant le confinement et d'avoir continué après. On ne retrouve pas ça chez les télétravailleurs habituels, ni chez les télétravailleurs uniquement pendant les 2 mois de confinement. Et puis d'autant plus que le télétravail est intensif, plus de 50% du temps. Et puis également lorsque le travail est nerveusement fatigant et que les relations avec la supérieure hiérarchique sont de mauvaise qualité, ce qui était attendu. Donc, le télétravail intensif, oui, mais attention au TMS, notamment aux cervicalgies. La suivante. Et donc ça incite à conclure sur les questions de prévention. La santé au travail, Marie l'a rappelé, ça touche beaucoup de choses. C'est la prévention en santé au travail. En fait, on ne peut pas agir juste sur le télétravail ou sur les cervicalgies ou les horaires. Toutes les expositions elles s'inscrivent dans un faisceau de causes. Et un faisceau qui est à la fois économique, social, réglementaire, qui est lié à l'organisation de votre entreprise ou de votre administration, aux pratiques managériales, aux façons de recruter, à l'organisation de votre poste de travail. Et ça va déterminer les expositions, l'exposome auquel vous allez être soumis, chimie, biologique, physique, psychosocial, tout au long de votre vie. Et vous allez réagir d'une façon ou d'une autre. Tout le monde n'est pas sensible au travail de nuit, par exemple. Et ça a des effets sur la santé à court, mais par exemple à long terme. On voit bien au bout de 10 ans sur les longues heures de travail. Ça a des effets sur la productivité. Il y a des travaux dans Constance là-dessus, sur la qualité et la productivité du travail, et puis des effets sur le parcours professionnel. Il y a aussi des travaux, notamment de l'INSEE, sur ces questions. La suivante. Et en termes de prévention, pour conclure, les approches actuelles sont des approches de ce qu'on appelle la prévention intégrée en santé au travail, c'est-à-dire de faire à la fois de la santé publique et de la santé au travail, mais pas l'un et pas l'autre, les deux, de manière combinée. Euh, sur les questions des horaires atypiques du télétravail, la promotion de la santé, ça reste important. Donc, il ne faut pas négliger la réduction des facteurs de risque individuels, la réduction de l'hypertension, tabac, consommation d'alcool, alimentation, une promotion de l'activité physique. Faire du sport, ça n'empêche pas d'être sédentaire. Sédentaire, c'est avoir une très faible dépense énergétique pendant plus de 8 heures par jour. Au travail, c'est travailler assis. C'est l'intérêt de pouvoir travailler debout, faire des réunions le plus possible mobiles. Ne pas mettre la photocopieuse à 1 mètre, mais peut-être la mettre au bout du couloir, ça vous oblige à vous lever et vous déplacer. Ne pas hésiter à monter, descendre les escaliers à pied, des choses comme ça paraît basique, mais si vous comptez votre nombre de pas, vous verrez que ça change la sédentarité. C'est aussi des éléments de promotion de la santé, c'est-à-dire que vous vous levez au travail, vous essayez d'interrompre les tâches, de varier les tâches. En termes de stress visuel, parce que les cervicalgies sont liées en fait à la charge visuelle et à l'immobilité de la tête, il y a une règle anglo-saxonne, c'est le 20-20-20, c'est faire une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes pour regarder un objet à 20 pieds. 20 pieds, c'est 6 mètres. Si vous regardez par la fenêtre à l'infini, c'est encore mieux, vous mettez votre œil au repos, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'éclairage parce que vous êtes ébloui, c'est une source de fatigue visuelle. Pensez au sommeil, à l'alimentation, et puis surtout agir sur les situations de travail. C'est la question de l'ergonomie des postes de travail et des postures. Au début du confinement, chacun a fait ce qu'il a pu pour installer un poste de travail chez lui. Quand ceux qui télétravaillaient avant ont moins de problèmes parce qu'ils étaient mieux organisés. Maintenant, c'est mieux. Les horaires, l'organisation des horaires, des pauses, la promotion de la sieste, c'est quelque chose de difficile en France. C'est pas culturellement accepté, mais ça a des effets positifs.
Et puis, bien sûr, d'agir sur l'organisation du travail en insistant sur la dimension collective. Il ne faut pas réagir ça de manière individuelle. C'est des questions collectives, ça s'insère dans les faisceaux de cause. Rappeler aux managers qu'il y a des façons de manager plus ou moins délétères, la prise en compte des horaires. Et la règle de base, et c'est vrai pour le télétravail comme des horaires, c'est le volontariat. Et ça change tout quand vous êtes volontaire à des horaires, y compris de dimanche ou de nuit. Les équipes de nuit chez des volontaires, ça se passe plutôt bien. Ce qui est embêtant, c'est quand vous tournez de manière un petit peu contrainte et de laisser, par un dialogue social suffisant, et c'est même contractuel dans le télétravail, la possibilité de revenir à des horaires classiques. Ça, c'est très important. Et donc, c'est une démarche participative. Et en général, quand il y a ce type de démarche, les autres volets de la prévention intégrée se mettent en place. Voilà ce que je voulais dire de manière le plus courte possible.